Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des Assises des délais de paiement et de financement, avec aujourd'hui une question éminemment d'actualité. Comment anticiper et gérer efficacement les risques clients et fournisseurs dans le contexte économique actuel que nous connaissons ? Augmentation des disparitions d'entreprises, détérioration des délais de paiement, pression croissante sur les trésoreries. Nous connaissons tous ce climat morose, mais comme toujours dans cette émission, on va essayer d'aborder la question en analysant tout d'abord les tendances économiques et voir quels sont les secteurs les plus impactés et surtout essayer de partager les expériences et les solutions concrètes avec nos invités pour essayer d'être tout de même un peu positifs. Les invités, je vous les présente. Marie-Hélène Pébaille, présidente de la DFCG. Bonjour. Bonjour. Stéphane Lacoste, dirigeant de la société R+4. Bonjour Stéphane. Et Alain Luminel, que les habitués des Assises connaissent bien, responsable du pôle expertise financière chez Elisphère, qui nous partagera dans un instant les toutes dernières données en sa possession. Bonjour. Bonjour Alain. Un mot tout d'abord pour mieux présenter nos invités. Marie-Hélène Pébaille, vous êtes la présidente de la DFCG, vous êtes la première femme à ce poste depuis 60 ans. Félicitations au passage. Ça fait 60 ans qu'existe la DFCG. Vous êtes donc au service des responsables financiers. Vous aimez vous définir comme manager de transition, c'est-à-dire ? Alors tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à ce plateau télé. Moi, je me définis comme un manager de transition parce que ça fait 30 ans que je suis directeur administratif et financier et j'ai toujours été dans des contextes de crise ou de post-fusion. Et mon métier, en fait, je le définis comme accompagner les entreprises dans la transformation de leur modèle économique en travaillant sur, bien entendu, la performance, donc l'organisation interne, avec toujours la dimension RH et outils et processus, l'amélioration de la performance. Alors, juste un petit mot quand même. Oui, un mot sur la DFCG tout de même. Que faites-vous, présidente ? Présidente de la DFCG. Donc, la DFCG, c'est le réseau des directeurs financiers et de contrôle de gestion. Nous existons donc depuis 60 ans, comme vous l'avez dit. Alors, c'est plutôt des directeurs financiers, contrôle de gestion de PME, d'ETI et de grandes entreprises. Nous avons 17 délégations régionales, 17 groupes d'échange et nous travaillons sur les sujets à enjeu, à la fois de nos métiers et des entreprises, donc les actualités des entreprises aujourd'hui. Et notre mission, c'est bien entendu de développer les rencontres entre pairs pour parler de nos bonnes pratiques. C'est également de créer du contenu avec des cahiers techniques, des livres blancs sur les enjeux métiers, les enjeux des entreprises. C'est aussi de reconnaître, bien entendu, les directeurs financiers de contrôle de gestion pour l'excellence de leurs projets ou de leurs activités lors de grands événements comme le Financium qui a lieu tous les ans, qui est un congrès qui réunit plus de 700 personnes. Et puis également, le dernier point, transmettre. Et transmettre grâce à notre centre de formation qui fait des formations des praticiens aux praticiens. Et pour que ce soit complet, vous êtes basé à Toulon, comme ça on saura tout. Oui, je suis domiciliée à Toulon et j'interviens sur toute la France et plus particulièrement à Paris pour la DFCG. Et bien à l'occasion, vous saluerez la DFCG de Côte d'Azur avec qui j'ai eu l'occasion de travailler il y a quelques mois. Vous les saluez parce que je les retrouve bientôt. Stéphane Lacoste, R+4. R+4, c'est-à-dire, c'est quoi ? Bonjour Rachid. Alors, R+4, c'est un immeuble qui fait 5 étages, pour la petite anecdote. D'accord. Le rez-de-chaussée, plus 4 niveaux. Voilà. Donc vous êtes dans l'immobilier. Exactement. Donc je travaille dans l'immobilier, j'accompagne les promoteurs immobiliers. J'aurais pu reprendre les mots de Marie-Hélène quasiment à l'identique. J'accompagne les promoteurs immobiliers sur les sujets organisationnels, de gestion de la performance, de formation, de coaching, sur les sujets du développement foncier et du montage d'opérations. J'accompagne ces promoteurs depuis une quinzaine d'années, que ce soit des promoteurs locaux ou des groupes nationaux ou des comex de grands groupes. Et en parallèle, j'accompagne les propriétaires privés dans la vente de leurs biens à des promoteurs immobiliers. J'assure pour eux le suivi du projet de A à Z dans toute sa complexité, sur l'appel d'offres, sur la gestion des recours, sur la mise en œuvre de la vente. Très bien. Et vous êtes basé à Lyon, principalement. Je suis basé à Lyon, mais comme Marie-Hélène, je travaille sur toute la France, je suis itinérant, je peux me déplacer un petit peu partout. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, Alain Luminel, j'avais quand même envie de vous demander de nous rappeler ce qu'est Elisphère. Oui, alors Elisphère est une société qui vend des solutions de crédit management. Donc on a une très ancienne société, on a une PME qui fait environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on exploite une base de données d'environ 10 millions d'entreprises. Et nous sommes positionnés sur 3 marchés. Le marché du risque, qui représente, je dirais, l'essentiel de notre chiffre d'affaires. Celui de la conformité, qui est un marché porteur. Et puis sur le marché du marketing. On va en parler des risques. Je rappelle que vous pouvez nous poser vos questions à distance. Vous êtes déjà à plus de 200 connectés. Donc, si vous avez des questions, vous nous les posez, on nous les transmettra. On essaiera d'y répondre en fin d'émission. Allez, tout de suite, on rappelle une nouvelle fois le contexte. Alain, vous allez l'illustrer avec vos données précieuses. Augmentation des radiations volontaires et de procédures collectives. Nombre de disparitions d'entreprises record en 2024, si mes renseignements sont bons. Les délais de paiement, eux, s'étaient sensiblement améliorés fin 23, mais dégradation au second trimestre 24, notamment pour les PME, ça c'est un point d'inquiétude. Conséquence, il y a un écart entre les trésoreries, j'allais dire théoriques,
et les fonds qui sont réellement disponibles, mais cet écart continue de croître. On peut dire que l'accalmie qu'on avait espéré pour 2025 ne sera pas au rendez-vous, soyons honnêtes. Une année où la gestion préventive des risques clients et fournisseurs et donc des comportements de paiement doit être envisagée sous un angle sectoriel pour vous, sectoriel et catégoriel, tant les situations en fait sont différentes. Alain, sur la dynamique entrepreneuriale sur la fin de 2024, les premiers jours de 2025, quels sont les constats? Alors, nous, on suit 3 grands indicateurs. Le premier indicateur, c'est bien sûr l'évolution des défaillances. Défaillances d'entreprise, on est proche des 65 000 défaillances. C'est un niveau record. C'est un niveau qui est à peu près similaire à celui qu'on a connu en 2009, pendant la crise financière, et 2013. C'est un chiffre également relativisé. Pourquoi? Parce que si on regarde ce qui s'est passé entre 2020, avec la baisse des défaillances qui était assez drastique, jusqu'en finalement fin 2003, où le niveau des défaillances a atteint 55 000, on a fait une économie au niveau des défaillances d'entreprises d'environ 53 000 entreprises. Alors, c'est pas rien, hein, 53 000 entreprises. Comment vous dites économie, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le niveau moyen aujourd'hui, je dirais, des défaillances, dans une économie qui se porte bien, en France, c'est 55 000 défaillances. C'est ce qui s'est produit en 2019. En 2020, 2021, 2022, on était sur des niveaux relativement bas, grâce aux mesures de quoi qu'il en coûte. 2023, on est revenu à 55 000, mais qui était plutôt un bon chiffre. Et là, bien sûr, on a explosé sur 2024 à 65 000. Mais si on fait finalement cette analyse entre ce qui s'est passé entre 2020 et 2024, sur un espace de 4 années, on a fait donc un solde positif qui représente à peu près 53 000 entreprises. 53 000 entreprises, c'est environ 150 000 emplois salariés. Donc ce n'est pas rien. Donc ça, il faut le dire, parce que les chiffres sont un peu traumatisants quand on les prend comme ça. Qu'est-ce qui va se passer sur 2025? On risque de rester sur des niveaux quand même assez hauts, du fait de cet effet de rattrapage, et on voit un niveau de défaillance qui sera compris entre 60 et 63 000. C'est un peu ce qu'on pressent. Ce qui me préoccupe plus à travers les indicateurs, c'est le niveau des disparitions d'entreprises. On a un indicateur aujourd'hui qu'on appelle l'indice de dynamisme entrepreneurial, qui est le ratio entre les créations d'entreprises. Quand je dis des créations d'entreprises, on parle de création d'entreprises commerciales. Donc on fait fi en fait des entreprises individuelles et tout ce qui est auto-entrepreneur. Donc c'est vraiment les entreprises commerciales. On est sur un ratio de 1,2. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est quand même sur une économie qui est assez résiliente, car il y a aujourd'hui 1,2 création pour une disparition. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de créations d'entreprises. Sur 2024, le chiffre était de 260 000. Donc ça, c'est bien. Et sur l'espace de 4-5 ans, entre 2019 et 2024, on est quand même sur une progression de 17% des créations d'entreprises commerciales en France. Ça, il faut le signaler. L'autre point qui est un peu plus obscur, c'est le niveau des disparitions d'entreprises. Le niveau des disparitions d'entreprises, la principale cause, ce sont notamment les cessations d'activité volontaire. Donc il y a un effet psychologique qui est très fort. C'est un indicateur important parce qu'il est quand même tourné sur l'avenir. Et on constate au niveau des cessations d'activité, donc les disparitions d'entreprises, elles ont progressé de 30% entre 2019 et 2024. Principale cause des cessations d'activité volontaire. Beaucoup aujourd'hui de chefs d'entreprise, notamment dans le petit commerce et tout ce qui concerne la proximité, ont jeté l'éponge. Donc voilà, ils ne croient plus en l'avenir, c'est trop difficile pour eux, ils n'arrivent plus aujourd'hui à se payer, à prendre un salaire. Donc ça, c'est quelque chose de très préoccupant parce que ça touche aussi notre bien-être. On constate tous aujourd'hui qu'il y a une désertification des centres-villes. Et donc ça, c'est quelque chose qui interpelle. Et c'est un indicateur. On voit dans les centres-villes, la cessation d'activité, ça fleurit là. Et c'est un indicateur dont on ne parle pas beaucoup et qui est, pour moi, qui est primordial. Et puis, le troisième indicateur qu'on suit, c'est le comportement des entreprises. Donc, au niveau des catégories d'entreprises, on suit les TPE, les PME, les ETI et les grandes entreprises. Les TPE et PME, ce sont bien sûr les sociétés qui sont le plus touchées par la crise. Pour faire simple, aujourd'hui, vous avez 2 TPE sur 3 qui règlent à échéance. Donc, c'est plutôt très bien pour elles. Ce qui n'est pas le cas, en fait, des PME et de la grande entreprise. Il y a simplement aujourd'hui 1 sur 3
qui règlent à échéance. La problématique aujourd'hui concerne aussi beaucoup l'ETI. Alors l'ETI, on n'en a pas beaucoup en France. On a un vrai problème aujourd'hui avec cette catégorie d'entreprises. On en a 6 000 environ. On est loin de l'Italie qui en a 8 000, loin du Royaume-Uni et bien loin aujourd'hui de l'Allemagne. Alors on a une problématique qui est peut-être une problématique de seuil. Au-delà de 250 personnes, on a du mal à gérer. Il y a peut-être des aspects réglementaires. Et donc là, on voit très bien au niveau des comportements de paiement, il y a simplement une ETI sur 4 aujourd'hui qui paye une échéance. C'est une catégorie d'entreprise pareil qui va avoir beaucoup de problèmes avec la facturation électronique. Simplement 5% aujourd'hui ont fait l'effort de tourner vers cette facturation électronique, et c'est une menace qui est aujourd'hui relativement forte. Une menace, et une réalité en fait. Une réalité qui est relativement forte. Dans le travail que vous faites, vous disiez, je le présentais ainsi, travail par catégorie, par secteur, c'est ça qui vous permet d'avoir la vision la plus précise, parce que sinon les grandes masses ne vous parlent pas suffisamment. On ne travaille pas par grand secteur d'activité, et on s'est posé la question quand il y a eu le Covid, on voyait des coupures de presse, sur le secteur de la distribution, ça se passait mal. Mais nous, ça ne nous parle pas, le secteur de la distribution. Vous avez la distribution alimentaire qui est complètement différente de la distribution de pièces automobiles. Donc nous, on a pris le parti pris, on a un pôle économique, de travailler vraiment par filière d'activité, ce qui nous semble le plus parlant. Et on étudie aujourd'hui 650 codes NAF. Donc ça veut dire que c'est quoi le code NAF ? Les codes NAF, c'est les codes d'activité qui sont les codes d'activité réels. C'est-à-dire que par exemple, dans le secteur textile, grosso modo, vous pouvez dire le textile va mal, mais dans le textile, vous avez des segments d'activité, des codes d'activité qui se portent plutôt bien. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment pas de faire un amalgame, mais c'est de regarder par code NAF. Et à l'intérieur de chaque code NAF, on essaye de comprendre le modèle économique de l'entreprise pour savoir aujourd'hui, finalement, est-ce qu'elle a digitalisé son modèle économique ou pas. Bien, on a dressé le tableau, ça vous paraît complet ? On va prendre les premières réactions, celle de Marie-Hélène tout d'abord, sur ce qui vient d'être dit, et vu de votre poste de présidente de la DFCG. Moi, je dirais que, tout à fait d'accord, pour analyser par secteur et par aussi taille d'entreprise. En même temps, ce que je dirais, c'est que sur les 5 ans, là, moi, j'ai accompagné pendant 5 ans une entreprise dans le domaine agroalimentaire bio, et j'ai géré des crises pendant 5 ans, en fait. Voilà, on est dans un environnement de crise aujourd'hui. Ensuite, au niveau bien entendu, que l'analyse par secteur et par secteur plus fin, comme vous le disiez, ça va permettre effectivement de se rendre compte que les contraintes ne sont pas les mêmes selon les secteurs. Là, si on est en industrie, il y a une intensité capitalistique qui va faire que ça va donner un modèle. Si on est dans des entreprises plus de services, c'est la dimension RH qui va être là. Donc les impacts ne sont pas les mêmes. La digitalisation non plus. Dans les grosses entreprises, il y a quand même un peu plus, même je ne suis pas tout à fait en phase avec ce que vous disiez sur les difficultés de la facture électronique. Non mais allez-y, pourquoi les grosses entreprises ont quand même les moyens et sont en train de se digitaliser de façon plus importante, même s'il y a un petit frein aujourd'hui, là on le voit sur le début d'année, il y a quand même des choses qui sont depuis 2 ans vraiment très... Donc je pense aussi que la taille, il y a plus de ressources humaines, plus de ressources financières, plus de capacité à changer de braquet, on va dire. Donc, voilà. Par contre, moi, il y a un critère supplémentaire que je vois, c'est où sont situés les marchés. Oui, la localisation des marchés géographiques. Effectivement, si je vois avec toutes les difficultés gouvernementales que nous avons, à la fois en Europe et à la fois en France, aujourd'hui, quand on est sur un seul marché, le marché français, une entreprise, aujourd'hui, elle n'a pas la capacité de lisser son développement des ventes en fonction de marchés différents, parce qu'il y a encore des segments qui sont porteurs, mais si tout est en France, ça risque d'être compliqué. Si tout est en Europe, ça risque d'être compliqué aussi. Et pour en avoir échangé avec un certain nombre de DAF du réseau des FCG, c'est ce qu'ils disent, en fait. Ils disent, moi, j'ai pas de chance, ou moi j'ai plus de chance, en fonction de la localisation des marchés. Et après, j'ai un dernier point, moi, c'est nos adhérents sont plutôt issus de PME, d'ETI et de grandes entreprises. Par contre, leurs priorités aujourd'hui, les priorités des directions financières, mais c'est les mêmes en fait. C'est la gestion de la performance, c'est comment piloter mieux la performance, c'est la gestion du cash et de la trésorerie, c'est comment accompagner aussi les stratégies d'entreprise. Et il y a un dernier point qui arrive, c'est la gestion des talents. Donc je me dis que même si l'analyse par secteur est intéressante et par taille d'entreprise, on voit qu'on a les mêmes sujets. Et le tout dernier point... Non, mais je vous en prie, c'est très intéressant. Je me dis que les fragilités structurelles des entreprises,
je les vois de deux façons, moi. Elles viennent d'un côté, je crois que vous l'avez dit, des entreprises qui ont surfé sur la croissance. Moi, l'entreprise dans laquelle j'étais, bio... Oui, le bio notamment. Voilà, le bio, c'est une entreprise qui existe depuis 30 ans et elle a surfé sur sa croissance sans trop se préoccuper, mais je mets des bémols dans ce que je dis, il faut nuancer, de sa structuration. Et quand elle a été en crise de marché, retournement de marché des magasins spécialisés bio, justement, là, voilà, elle s'en est occupée, mais c'était... Voilà, donc, il y a ça. Donc, c'est celles qui ont surfé sur la croissance. Et puis, deuxièmement, c'est celles qui ont aussi bénéficié de dispositifs d'aide qui ont masqué aussi leur fragilité structurelle. Et voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui... Bon, je ne sais pas si ma réponse... Non, c'est très clair. Merci Marie-Hélène, vous restez avec nous parce qu'on va continuer d'échanger. Et Stéphane, parce que, alors vous, dans le secteur qui est le vôtre, l'immobilier, tout ce qui vient d'être dit, notamment sur la question de la croissance qui a permis au secteur d'exister très fortement aujourd'hui, vous connaissez le contre-coup. Oui, alors je réagis par rapport à ce qu'Alain a dit en préambule. Nous, on sort de 20 ans de croissance. On a eu effectivement un petit stop pendant l'année 2009 avec les crises financières, mais disons qu'on n'a pas été réellement impacté sur le long terme, puisque le gouvernement à l'époque avait pris les dispositions pour relancer la machine, et même si ça a été difficile pendant 6 mois, les choses sont redevenues un petit peu normales après 2010, et on a continué une croissance folle jusqu'à atteindre des prix qu'aujourd'hui on connaît tous. Aujourd'hui, on a pris plus de 200% de valorisation des biens immobiliers un petit peu partout en France. Et depuis 2023, par contre, la situation s'est largement dégradée sous l'effet de 2 actions conjuguées, dont une dont on peut espérer sortir aujourd'hui, qui sont les conditions de marché, solvabilité des ménages, taux d'intérêt, inflation, qui ont largement impacté le marché immobilier dans son ensemble. Même si on peut faire des différenciations entre l'immobilier neuf, la promotion immobilière, le monde de la construction et le marché de l'immobilier ancien, c'est ce qu'a dit Alain. Donc les codes NAF sont différents selon les activités, mais l'immobilier est impacté dans sa globalité dans toutes ses filières. C'est structurel là. Là, c'est structurel, c'est tout le monde prend sa part de difficulté. Malheureusement, dans l'immobilier neuf et dans la maîtrise d'ouvrage et dans la construction, qui sont des pans un petit peu différents, on vit une crise qui vient d'un petit peu plus latente, qui a commencé à se cristalliser il y a une dizaine d'années, mais qui a pris une ampleur phénoménale aujourd'hui. C'est un problème de l'acte de construire. D'accord, c'est devenu très compliqué de construire en France, un petit peu partout. Toutes les réglementations, réglementations, acceptabilité politique de l'acte de construire, pas dans mon jardin, c'est un petit peu le terme à la mode qu'on utilise, et effectivement, on est sur une dégradation des indicateurs de construction qui amène à une baisse d'activité de l'ordre de 60% par rapport à 2023, donc avec des cycles de production et un niveau de production qui va s'écrouler. Donc aujourd'hui, si on est en crise depuis 2023 et si on espère un petit peu en sortir sur certaines activités de l'immobilier, notamment de l'immobilier ancien, parce que dès que les taux d'intérêt bougent dans le sens inverse et qu'ils baissent un petit peu, l'activité repart. Malheureusement, dans l'immobilier neuf et dans la construction, c'est beaucoup plus délicat puisque les cycles de production sont beaucoup plus longs. Et là, on anticipe une crise qui s'éternisera sans doute jusqu'au 2e semestre de l'année 2026 au mieux. Et 2026, qui est aussi une autre date, c'est les élections municipales. C'est les élections municipales qui, traditionnellement, mettent un frein supplémentaire à l'activité de construction, puisqu'on a tendance à dire qu'un maire bâtisseur est un maire battu. Donc, malheureusement, il se passe ce qui doit se passer localement, un petit peu partout en France, sur ces sujets-là. Voilà, on a, je crois, fait le tour. Et je pense que ces deux retours de terrain sont extrêmement parlants. Dans le contexte qu'on a dressé en début d'émission, Alain, quels sont les indicateurs économiques encourageants qui pourraient rendre possible, on va dire quand même, je ne sais pas si je peux dire une évolution positive, voire un retournement de situation qui serait propice au développement de relations d'affaires? Oui, alors nous, on a mis en place des indicateurs qui sont des indicateurs macro, qui on soit à peu près 1 600 000 bilans par an. Donc, on analyse tout ça. Donc, il y a vraiment 3 indicateurs qui sont importants. Le premier indicateur, on s'est dit qu'une société, elle doit gagner de l'argent. C'est-à-dire que c'est un peu comme nous, je veux dire, on a un salaire à la fin de l'année, on ne doit pas être à zéro. C'est ce qu'on appelle la marge brute d'exploitation, le BE. Ça, c'est un premier niveau. La question qu'on se pose ensuite, c'est quel est le bon niveau? Donc le bon niveau aujourd'hui de la marge brute d'exploitation, c'est par rapport à son modèle économique et par rapport à son intensité capitalistique. Donc on a un deuxième indicateur qui permet de mesurer cette intensité capitalistique. C'est quoi l'intensité capitalistique? C'est le rapport entre tous les investissements et par rapport au chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit très bien que dans le textile, vous avez des modèles un peu archaïques, vous avez beaucoup d'actifs immobilisés, beaucoup de magasins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle doit faire des marges qui sont supérieures à 10-15% pour pouvoir investir dans ces magasins-là. Donc on voit qu'il y a beaucoup de fermetures pour réduire en fait cette intensité-là.
Et puis le troisième indicateur, c'est ce qu'on appelle l'évolution des cash flows, c'est ce qu'on appelle l'ETE, donc l'excédent de trésorerie d'exploitation. On les a mis en place, donc aujourd'hui comme ratio qu'on suit. Signe encourageant, on reçoit les premiers bilans 2024, date de clôture mars, et on a vu que finalement, quand on regarde les intensités, elles baissent. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie digitalisation aujourd'hui du modèle économique. Donc il y a une meilleure adéquation aujourd'hui entre le modèle économique et la marge. Donc il y a des ressources en cash aujourd'hui qui sont très présentes. Et on le voit au niveau de la marge et on le voit au niveau des cash flows. On voit qu'il y a également de l'optimisation aujourd'hui du BFR qui fait qu'il y a une possibilité, qu'il y a en tout cas une génération de cash flow qui est plus importante en tout cas sur les premiers bilans 2024. Il y a aussi la notion de solidarité entre les filières à laquelle vous êtes attachés, comme nous tous d'ailleurs. Solidarité parce qu'on parle beaucoup de la construction. Alors les patrons, je dirais, de ces entreprises, souvent, ils ont commencé avec des petites TPE, ils ont grandi peut-être avec ensuite des PME avant d'appartenir à des grands groupes et ils connaissent les difficultés finalement de cette filière. Et il y avait une vraie solidarité aujourd'hui dans cette filière-là. Nous, ce qui nous a frappé entre les donneurs d'ordre, les principaux donneurs d'ordre et leurs sous-traitants. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres filières comme l'automobile ou l'agroalimentaire. Dans la solidarité, je crois que ça vous parle. Hein. Oui, c'est sûr. Parce que l'immobilier reste un marché local, même s'il est national. Le marché d'immobilier en Ile-de-France, il n'est pas le même que sur la Côte d'Azur. Et effectivement, un entrepreneur local, une entreprise de gros œuvres, elle travaille sur sa localité et le promoteur immobilier travaille sur sa localité. Donc c'est des gens qui vivent dans le même microcosme et qui ont l'habitude de travailler ensemble régulièrement. Et effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tout le monde s'appelle, tout le monde essaie de partager la part du gâteau qui reste à partager pour que tout le monde survive dans le marasme de l'immobilier aujourd'hui. Donc la solidarité marche à plein, c'est évident. Avant de donner la parole à Marie-Hélène, encore un point quand même, Alain, concernant les TPE. Vous me disiez quand on a préparé cette émission, cette agilité, cette capacité à maintenir des services de qualité et de proximité, et que pour certaines de ces TPE, les réserves de trésorerie, on l'a vu pendant la crise financière de 2008 d'une certaine façon, où les banques ne prêtaient pas d'argent, ça les a obligés à s'adapter tout le temps. Oui, une défiance aujourd'hui des TPE envers les banquiers, parce qu'elles ont toutes vécu la crise financière. Ce sont les sociétés les plus fragiles. On a très bien vu qu'il y avait des fonds qui se créaient pour notamment la filière automobile. Il n'y avait rien pour les TPE, il y avait plus d'argent pour les banques, on n'en prêtait plus d'argent. Donc en fait, qu'ont fait les TPE, ils ont mené une politique très prudentielle. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous faites un bénéfice, vous devez doter au titre de la réserve légale, vous pouvez mettre des réserves, donc ils ont mis pas mal d'argent en réserve quand ils gagnaient de l'argent, donc gestion en bon père de famille, et ils ont conservé un bon niveau de disponibilité, notamment des VMP. Moi, j'avais été surpris quand j'analyse encore des bilans en fait de toutes petites entreprises. Il y a beaucoup de trésorerie en fait dans certaines TPE. Et je pense que ça s'est transmis. C'est intergénérationnel, c'est-à-dire que les fils qui ont vu les difficultés de leur père ou de leur mère, elles ont compris qu'en fait il faut être indépendant. Ouais. Donc il y a des normes, il y a des fondamentaux, il y a un bon niveau d'indépendance financière. Et ça c'est important et je pense que c'est pour ça que certaines TPE fonctionne très bien et il y a beaucoup d'espoir sur certaines... Génétique familiale, finalement, voilà. qui a fonctionné. Il faut se féliciter que ce modèle existe encore à l'heure des startups où on a l'habitude de cramer du cash sans rentabilité. Heureusement que ce modèle de bonne gestion à papa, entre guillemets, parce que c'est quand même de la bonne gestion avant tout, perdure, c'est sûr. Marie-Hélène, on peut peut-être revenir sur le rôle des managers de transition, comme vous le disiez. C'est le moment d'en parler. Ouais. Oui, moi je vois en termes d'évolution justement ce rôle des managers de transition qui prend sa place aujourd'hui sur de la restructuration justement de la fonction finance et pas que. Voilà, parce qu'ils interviennent beaucoup aussi sur l'efficacité des opérations, sur faire bouger le modèle. Donc je trouve que c'est un comment dirais-je, un vecteur aujourd'hui de cette conjoncture difficile et comment ces managers peuvent aller sur des missions de restructuration de la finance d'entreprise et donc de l'entreprise. Oui, c'est notamment l'utilisation des procédures à l'amiable, etc. C'est ça que vous voulez évoquer. Voilà. Ouais. Alors, effectivement, il vaut mieux agir avant que ce soit trop tard. Et donc là, les financiers le comprennent de
plus en plus, je vais le dire comme ça, mais souvent on se heurte à des dénis des dirigeants. Ça, c'est pas toujours évident quand on est dans ces contextes. Voilà. Et parce que c'est souvent vécu comme un échec personnel, en fait, de se dire ça. Oui. Puis quand on a créé sa société, effectivement, ils se remettent beaucoup en cause. Mais là, il y a beaucoup de choses qui existent. Et avant d'aller sur les dépôts de bilan, justement, il y a toutes ces mesures de prévention qui sont là. Et il est utile de se faire accompagner. C'est pas forcément le métier premier d'un DAF, parce que dans une vie de directeur financier, on ne vit pas forcément aujourd'hui des sujets de ce type. Mais quand le DAF ne cesse de changer lui-même, d'ailleurs. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a autre chose aussi, c'est la poussée de la dimension RSE aujourd'hui. On entre dans un monde de plus en plus RSE. Même les consommateurs le comprennent, puisqu'ils changent leur manière de consommer. Donc, voilà. Et puis, les directeurs financiers aussi vont vers une finance plus durable, donc ils sont aussi partie prenante de ces rapports extra-financiers. Donc là, moi je parle après pour des entreprises d'une certaine taille, je parle pas trop de la TPE là dans mon intervention. Quelque chose de très important dont vous avez parlé, c'est les filières aussi, le développement des filières. Alors là, je le vois dans l'agroalimentaire bio en particulier, la filière fournisseur. Pour avoir un client satisfait, il faut avoir un fournisseur bien traité. Et le fait d'avoir des accords comme ça pluriannuels où on accompagne justement les filières, on accompagne les agriculteurs en payant par exemple la farine un peu plus chère, avec un fonds de développement. Tout ça, ça permet que quand on est en crise après, d'avoir une vraie solidarité entre parties prenantes. Surtout en temps de crise, en plus, c'est ça, tout à fait. Voilà. Et puis, avec cette notion que vous évoquez, le développement des talents, vous dites, il y a même l'impact de l'IA avec la digitalisation des processus. C'est important, ça, à vos yeux. Tout à fait. Pour pouvoir justement être plus efficace, la digitalisation amène cette efficacité. Là, dans l'entreprise Belden, c'est vrai que quand je suis arrivée, moi, en 2019, les processus n'étaient pas digitalisés au niveau surtout de la dimension financière. Et effectivement, on avait une DAF, un responsable comptable, 6 personnes. 5 ans plus tard, tout a été digitalisé. Il n'y a plus que 2 personnes en comptabilité. Et le fait de donner cette impulsion aussi, parce que c'est très important que les DAF donnent l'exemple, en fait, qui puisse porter cette dimension de plus grande efficacité via la digitalisation, en premier lieu, dans leurs services eux-mêmes, parce que ça fait boule de neige et c'est très, très important. Et puis, il y a une dimension que Stéphane avance beaucoup. Vous avez dit acceptation politique de la crise du logement et de l'immobilier. Vous avez évoqué la question des baisses de taux d'intérêt. Vous dites, ça m'intéresse vraiment, on est un peu dans la phase de fin de stupeur. On a traversé la courbe de deuil rapidement entre la stupeur, la tétanie et l'acceptation de la réalité. Vous parliez de déni tout à l'heure. La crise, elle est là. Maintenant, il faut l'accepter. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on rebondit? Comment on va vers l'avant? Dans le monde de la construction et dans le monde de l'immobilier, comme je l'ai évoqué, les cycles de production sont assez longs, donc ne pas réagir aujourd'hui, ne pas se mettre en ordre de marche rapidement. Des délais de X mois. C'est des délais de X mois. Une opération, elle dure 3 ans, 18 mois de délai incompressible administratif d'autorisation, de gestion des recours. Ce qui veut dire que ne pas développer aujourd'hui, c'est se condamner dans 2 ans, mais pas maintenant. Donc aujourd'hui, la plupart des acteurs ont pris la dimension de la crise. Il faut l'accepter. Malheureusement, on l'a vu, les défaillances d'entreprises ont augmenté largement, que ce soit dans l'immobilier neuf, dans la construction et dans l'immobilier ancien. Mais maintenant, il faut être capable d'avancer. Les grands groupes, comme les TPE, ont tous été impactés. C'est à peu près la même chose. Là, on n'a pas vraiment de différenciation. On a vu des gros groupes de l'immobilier fermés, comme des petites entreprises. Donc là, tout le monde est vraiment impacté. Et donc, il faut être capable de se mettre en ordre de marche pour avancer aujourd'hui. C'est ce qu'ils font. C'est passé par des restructurations des équipes, malgré des plans de sauvegarde de l'emploi, des départs spontanés. Et aujourd'hui, ils se remettent en ordre de marche pour pouvoir avancer. Nouveaux modèles, résilience, digitalisation, travailler sur la performance des équipes, des structures, des process pour faire mieux avec moins. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui qui compte. Oui, parce qu'il faut le rappeler, chez vous, c'est un marché en volume qui a été divisé par 2. Qui a été divisé par 2, et l'impact qu'on a, parce que fatalement, alors, on va être optimiste, il faut l'être de toute façon. Il existe une inconnue qu'on n'a pas, mais j'ai entendu récemment le président de Kaufmann et Broad qui l'a annoncé. Ils ont 30 000 logements de réserve, c'est-à-dire que tous les projets qui ont été annulés depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, il y en a certains qui peuvent être réactivés assez rapidement. Et ça peut permettre d'amener une manne de logements sur le marché, et donc d'assurer la survie de toute la filière de la construction, parce que c'est de ça aussi dont on parle, à court terme. Et ça, c'est une inconnue en termes de volume qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas, mais qui existe réellement. Et si les conditions de marché continuent de s'améliorer,
il y a tout lieu d'être un petit peu plus optimiste que la première lecture que je vous ai donnée, sur laquelle, d'ici 2027, les choses allaient être un petit peu compliquées. Il y a vraiment une inquiétude sur le secteur du bâtiment, où là... Ah non, mais alors, mis à part cet inconnu qui reste une inconnue, et en termes de gestion financière d'une entreprise, c'est un petit peu délicat de modéliser le risque lié à des éléments qu'on ne maîtrise absolument pas et qu'on ne connaît pas. Oui, l'année 2025 va être compliquée, l'année 2026 va être compliquée, et majoritairement, ces années-là sont déjà jouées sur le volume de production. Aujourd'hui, un maître d'ouvrage, qu'il soit public ou privé, qui fasse du logement ou du tertiaire, il sait quel va être son volume d'activité maximum d'ici la fin de l'année 2026. Il sait que toutes les opérations qu'il peut engranger aujourd'hui, elles n'aboutiront que plus tard. Bon, ça permet une gestion financière un petit peu plus pointue parce qu'il y a une maîtrise totale des flux, là où les entreprises du bâtiment ne l'ont pas. Marie-Hélène, quels sont les messages que vous passez à vos adhérents de la DFCG sur toutes les questions qu'on vient d'évoquer? Aujourd'hui, on développe un groupe d'échange justement sur tout ce qui est prévention, ce qu'on appelle gestion des crises complexes, pour aller sur les procédures amiables, pouvoir utiliser tout ça. On développe aussi tout ce qui est bien entendu intelligence artificielle et prospective, pour quand on ne sait pas justement, pour pouvoir avoir des inputs, travailler sur la data. Voilà, exactement. Donc on a aussi les métiers de contrôleur de gestion qui évoluent de plus en plus vers des data scientists justement. Et puis en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on travaille aussi avec PwC, on fait tous les ans le baromètre des priorités. PwC, rappelez-moi. PricewaterhouseCoopers. Les priorités du DAF aujourd'hui sont, on se rend compte qu'on est dans une autre ère, en fait, en termes de gestion des entreprises, avec des mondes qui arrivent, le monde local. Le monde local, c'est plutôt un monde qui aujourd'hui, les chaînes de production, les chaînes d'approvisionnement étant à ressources comptées, on va dire, évoluent vers une relocalisation de leur modèle. On a le monde RSE aussi, où là, c'est les consommateurs qui vont changer leur mode de fonctionnement, et c'est très important que les entreprises suivent. Et on a un monde aussi techno, où c'est l'ultra-digitalisation, l'ultra-connectivité, où là aussi... Et les entreprises, en fait, elles sont dans ces trois mondes, parce que ces trois mondes, c'est toute la société qui est dans ces trois mondes. Voilà. Je signale juste à la régie, ce qui explique un petit décalage, c'est qu'il y a des questions qui nous arrivent, mais je ne les vois pas sur l'écran du bas. Donc si vous pouvez me les faire passer... Je me demandais quel était votre... On les traitera, mais sur mon écran, il n'y a marqué aucun signal. Donc si vous avez la question, vous me la ferez passer. Alain, peut-être sur tous les points qui ont été évoqués là, ça conforte, ça confirme le ressenti, les études de terrain que vous avez. Oui, ça confirme. On sent qu'il y a un attentisme, en tout cas. Mais on sent qu'il y a une vraie, une entreprise ne peut pas s'arrêter aujourd'hui. L'attentisme, il ne dure qu'un temps. Et une entreprise doit se projeter. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, ça bouge beaucoup. En tout cas, nous, effectivement, ça nous conforte sur les chiffres qu'on a sur les premiers bilans 2024. Et c'est assez encourageant. On a une cartographie, nous, de notre score, en fait. Hélisphère a un score de probabilité de défaut sur un an. Donc, on a une cartographie de nos scores et de nos encours. Donc, on suit effectivement les évolutions. On avait bien anticipé ce qui s'est passé sur 2024, parce que à la lecture des bilans 2023, on avait constaté que les ratios de liquidité étaient trop bien positionnés. Il y avait trop de trésorerie au niveau des bilans des entreprises, suite notamment au PGE, sur les bilans 2021, 2022 et encore 2023. Ce qui veut dire que ces ratios étaient un peu tronqués, ça donnait des scores un peu trop hauts. Et les ratios de liquidité étaient tronqués parce que la liquidité, ce n'est plus ni moins, je réalise mon poste client, j'ai ma disponibilité, et avec ça, je dois payer mes dettes fournisseurs et mes dettes fiscales et sociales. Simplement, il faut anticiper que le règlement client, il peut y avoir du retard, il peut y avoir des impayés, etc. C'est ce que vous disiez, Rachid, entre les trésoreries qui sont les trésoreries théoriques et les trésoreries disponibles. Donc, on avait bien saisi que sur ces bilans-là, il y avait quand même un fossé. Et qu'est-ce qu'on a fait, en fait? On a joué sur ces ratios de liquidité, en fait, en mesure de prudence, pour pouvoir, on a biaisé un peu, je dirais, pour pouvoir avoir une année 2024 beaucoup plus prudentielle. Ce qu'on constate là, c'est que là, on a pris le parti pris de ne plus rien faire. C'est ce qu'on avait pris, le parti pris qu'on avait fait pour la crise Covid,
où tous nos algorithmes tournaient. On avait un certain nombre de nos clients qui nous disaient « mais faites quelque chose, vous voyez bien que là, il va y avoir un mur des défaillances ». Donc nous, on avait dit non, nous, on concourt en tout cas à l'activité économique de notre pays. On voit qu'il y a des mesures qui vont se mettre en place, on est assez confiant. Et on n'avait pas touché les algorithmes de notre score. Et là, c'est ce qu'on a fait, moi, je fais partie de la gouvernance du score d'Hélisphère. C'est ce qu'on fait, en tout cas, sur 2024. On n'a pas touché nos algorithmes. Ça veut dire qu'on reste quand même assez confiant sur ce qui devrait se passer sur 2025. Oui, Marie-Hélène. Moi, ce que je voulais vous dire également, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la confiance, elle est quand même encore là, on va le dire, de la part des dirigeants, puisque dans nos baromètres, 56% des dirigeants financiers sont optimistes sur les perspectives de croissance de l'année 2025. Donc, je trouve que c'est quand même 56%. Alors, c'est vrai que c'est moins qu'il y a 3 ans, voilà. Mais il y a quand même 56%. 45% des directions financières souhaitent continuer à investir. Et je pense que là, à investir dans la digitalisation en 2025, même s'il y a eu un coup de frein, je pense que c'est primordial en fait pour moi, pour justement retrouver, parce que moi ce qui est important aussi, c'est notamment dans l'entreprise dans laquelle j'étais, c'est pas tellement les délais de paiement. Les délais de paiement dans l'agroalimentaire, ils sont déjà réduits et aujourd'hui, les délais de paiement clients c'était pas notre sujet principal. Le sujet principal était plutôt la marge sur coût direct. Comment on fait pour être rentable? Et vous l'avez dit tout à l'heure en parlant d'ETE, qui est un indicateur hyper important, et l'EBE également, parce que c'est ça qui va générer du cash et qui va permettre aussi de pouvoir réorienter ces investissements, voilà, pour être plus efficace et plus performant. Donc ça, c'est important. Et puis pour revenir sur mon baromètre, l'ancrage RSE dans les directions financières, aujourd'hui, il a augmenté entre 2023 et 2024 de plus 15%. Ça veut dire que la finance durable, les modèles durables, tout ça impacte maintenant les entreprises. Alors, je parle des grosses entreprises. Et l'alignement de la stratégie à la stratégie RSE ou inversement, pour moi, c'est aussi une condition primordiale de l'efficacité. Stéphane, vous avez envie de prolonger ou d'apporter votre... Je me faisais juste la réflexion que... Oui, non, je me disais juste que malheureusement, je pense que dans le monde de l'immobilier et de la construction, les DAF sont un petit peu moins optimistes que ça, parce que pour les raisons que j'ai évoquées, on sait que les années 2025 et 2026 vont être compliquées, quoi qu'il arrive. Malgré tout, sur l'exposition au risque, on peut faire quelques différenciations. C'est que entre la maîtrise d'ouvrage et les entreprises de construction, c'est pas la même exposition au risque, c'est pas les mêmes modélisations des risques financiers. Là où le promoteur est plus ou moins responsable de l'intégralité de son flux et de sa trésorerie, dont les débourses sont ultra normées dans le monde de la construction. C'est-à-dire que telle sortie de trésorerie n'est qu'une corrélation d'un événement certain qui est arrivé. Donc les promoteurs sont rompus à la gestion du risque et à la gestion financière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des défaillances de promoteurs sur l'année 2025, mais ils savent déjà à quel niveau ils seront. Pour le monde de la construction, comme je le disais, c'est un petit peu plus délicat parce qu'eux sont soumis à un flux, même si la data existe et qu'ils s'intéressent de plus en plus à la data et des données existent pour savoir quel peut être le volume de production. La structuration du marché fait que ce sont des appels d'offres, qu'ils soient publics ou privés, donc il faut être lauréat, il faut être payé à temps, et malgré tout, s'il existe de la trésorerie, on aura forcément des retards sur ces sujets-là. Donc voilà, je nuancerai un petit peu plus le propos sur la filière de métier. C'est le propos du débat qui complète. On va prendre, avant de se diriger vers la conclusion, on va prendre la question de Claudia, qui m'est enfin arrivée. Que pensez-vous de l'IA pour suivre les tableaux de bord et les KPIs de manière agile et pour être plus efficace? Qui souhaite y répondre? Marie-Hélène, je pense, oui, en premier. On avance dans les directions financières, la DFCG, je parle du réseau, là, on avance un pas après l'autre. Je pense que c'est très important aujourd'hui de pouvoir modéliser grâce à l'IA, mais il faut faire très attention aussi à l'amont, c'est-à-dire la fiabilisation de nos données en amont et à toutes les bases de données et tout, parce que l'IA, en fait, elle s'auto-alimente de toute cette base de données, de toutes ces informations. L'IA est bêtement intelligente d'une certaine façon. Exactement, c'était le message, exactement. Mais autrement, toutes les entreprises vont effectivement vers l'utilisation de l'IA pour la gestion des tableaux de bord. Autre question, je pense que c'est la même, Claudine. Les tribunaux de commerce semblent également avoir changé de posture depuis la crise Covid afin de mieux accompagner les entreprises en difficulté vis-à-vis des conciliations, par exemple. Inévitablement ainsi, une procédure collective, le temps de déployer les outils adaptés à chaque cas. Constatez-vous ceci également? Est-ce que la question est claire pour vous, Alain? Oui, nous, ce qu'on constate, c'est que quand il y a une procédure collective,
il y a quelques années, à 50%, une entreprise allait voir le tribunal, déposer le bilan, et à 50%, ça pouvait se terminer par un redressement judiciaire. Il y avait une continuité de l'activité. Ce qu'on constate, nous, aujourd'hui, et c'est là qu'on voit quand même qu'il y a un problème de liquidité, à 75, voire à 80% aujourd'hui, si vous déposez le bilan, vous sortez du bilan avec une liquidation judiciaire. Donc, je ne sais pas si c'est un effet aujourd'hui d'une crise de liquidité. Si le dossier aujourd'hui, on se dit finalement, ça ne sert pas à grand-chose, une continuation d'activité parce qu'il n'y a pas de trésorerie, il n'y a pas de projet, etc. Ou bien si c'est les mesures qui, aujourd'hui, les tribunaux de commerce, en tout cas dans certaines peut-être régions, sont peut-être un peu trop difficiles ou pas. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'en termes de procédures collectives, il y a une forte progression des liquidations judiciaires. Alors, on a essayé de répondre à la question en fait, qui était de Nadège et non pas de la personne que j'ai citée. On arrive à la conclusion, il nous reste quelques minutes, on va essayer de commencer par voilà. Votre souci, votre objectif, c'est mettre en avant des indicateurs positifs pour maintenir des bonnes relations d'affaires. Oui, et puis que ces indicateurs soient visuels. Pourquoi ? Parce qu'on voit des scores. Mais finalement, un score, nous on a un score qui va de 1 quand la situation est extrêmement difficile, à 10 quand la situation est extrêmement favorable au niveau du risque de probabilité de défaut. Aujourd'hui, il faut savoir que 75% des bilans qui nous arrivent des entreprises sont des bilans qui sont soumis à la confidentialité. Donc vous avez une confidentialité totale et vous avez une confidentialité partielle. Donc nous, on prend en compte bien sûr cet aspect-là au travers de nos scores, mais ça réduit la visibilité aujourd'hui des credit managers qui travaillent avec nous. Donc l'intérêt, c'est aussi de donner un visuel, de donner un sens aujourd'hui à notre score et de travailler sur des indices qui sont un peu plus globaux. Ce ne soit pas juste un chiffre qui est de l'image avec. Voilà, donc on travaille sur différents indices, on travaille sur des indices de stabilité pour voir si l'entreprise est stable, on examine ses différents signaux faibles, voir si elle a beaucoup déménagé, notamment dans le cadre de la TPE, de la PME, est-ce qu'elle a changé beaucoup de fois de son siège social, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de sa raison sociale, est-ce qu'elle dépose bien ses comptes. Donc il y a un certain nombre de signaux faibles qu'on va analyser et puis finalement l'amalgame de plusieurs signaux faibles va permettre de dégager en tout cas des signaux forts. On dresse également ce qu'on appelle un indice de liquidité, donc qui existe à travers notre indice de résilience et puis demain il y aura un indice d'endettement pour... Nous, l'endettement en lui-même n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est la capacité de l'entreprise à pouvoir rembourser sa dette. Et donc, c'est ce qu'on suit. En tout cas, on veut vraiment que nos clients, tous les credit managers en général, vont pouvoir suivre ces risques-là. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais la question du remboursement du PGE qui reste quand même une question éminemment d'actualité. Marie-Hélène, pour conclure à votre tour, la DFCG, j'ai vu, a créé le groupe d'échange gestion de crise complexe. Maintenant, on a inventé la crise complexe. La crise ne suffit plus. Alors, on a créé ce groupe d'échange parce qu'on est persuadé que c'est la prévention et l'anticipation qui va permettre de trouver des solutions. Voilà, qu'il ne faut pas attendre d'être au pied du mur. Je suis complètement d'accord avec Alain, ce que vous venez de dire. Moi, j'ai géré aussi des redressements judiciaires en début de carrière où effectivement, ça allait sur des périodes d'observation et l'entreprise pouvait reprendre le fil de sa vie. Ou alors des liquidations, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est des liquidations d'ETI aussi, ce que vous ne constatez pas avant. Voilà. Donc nous, la DFCG, le message que je souhaite faire passer, c'est anticipation. On a les moyens, c'est transformation, c'est digitalisation de nos modèles. Et vous l'avez dit, c'est également, c'est le core business, en fait, pour moi. Aujourd'hui, il faut vraiment regarder la stratégie et vraiment regarder ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas et comment on peut évoluer. Parce qu'il n'y a pas que l'endettement, en fait. Voilà, complètement, je suis complètement en phase avec tous les critères, en plus, que vous avez cités, d'analyse financière. Moi, je terminerai juste sur un point. Il faut également, on essaye de développer le partenariat, nous, avec le MEDEF, parce qu'on pense que le binôme dirigeant-directeur financier est essentiel, surtout dans la PME. Prenons une minute pour en parler, parce qu'effectivement, ça me paraît une démarche intéressante. Il est essentiel, et donc moi, ce que je dirais, c'est qu'à la DFCG, je trouve qu'il faut que nous formions nos dirigeants aux indicateurs financiers, pour être plus agiles, plus résilients, plus réactifs. Ça, c'est hyper important. Là, alors, la coopération avec le MEDEF, c'est aussi de dire que dans la TPE, il n'y a pas de DAF dans la TPE. Une TPE n'a pas de DAF, mais par contre, nous avons ce qu'on appelle le DAF à temps partagé aujourd'hui. C'est ça, c'est externalisé, mais c'est... Voilà, avec des DAF qui interviennent dans les toutes petites entreprises,
1 jour, 2 jours. En fait, c'est ce qu'on appelle le DAF à temps partagé et qui amènent leurs compétences, soit sur un plan de financement, sur mettre en place un suivi de trésorerie, accompagner. Voilà. Et il y a un site qui s'appelle Mon DAF TP à la DFCG qui regroupe, nous sommes 340 sur 3600 DAF TP à la DFCG, 70 sont labellisés par la DFCG et aujourd'hui nous faisons ce lien avec le MEDEF en disant il va y avoir une coopération entre les présidents de métropole du MEDEF, on va dire, et les présidents des délégations régionales. Redonnez le nom du site et puis on le mettra sur le site. mondaftp.com. mondaftp.com. Voilà. L'heure de la conclusion également pour vous, Stéphane. Écoutez, on reste... J'aurais la prétention de parler au nom de l'ensemble de la filière, mais on reste positif. On a un nouveau gouvernement, gageons, qui sera capable de gouverner assez rapidement et sur la durée, qui a enfin pris conscience de l'ampleur de la crise de l'immobilier et de la crise du logement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose aussi. On sait aujourd'hui la difficulté qu'ont les jeunes et les seniors à se loger. Donc il faut construire beaucoup. La chance qu'on a, c'est que le logement, c'est pas un bien de mode, c'est un bien de première nécessité. Il faut construire. On est largement en retard sur le plan de route pour pouvoir loger correctement les Français. L'activité n'est pas délocalisable. C'est une chance pour l'ensemble de la filière. Donc aujourd'hui, on reste optimiste. On sait que les indicateurs vont revenir. Les taux d'intérêt semblent baisser. Le gouvernement a compris qu'un euro investi dans l'immobilier, c'était 2-3 euros de recettes fiscales supplémentaires. Ils ont enfin réussi à modéliser les éléments financiers de l'activité. Donc voilà, on reste confiant malgré tout. Et comme on l'a dit, on a pris conscience de la crise. Elle est là maintenant, donc il faut arrêter de se plaindre et on essaie d'avancer. Et pour avancer, justement, vous dites, et c'est un peu autour de ça qu'on tourne depuis le début, en fait, la crise, elle a pour finalité, finalement, de faire repenser les métiers eux-mêmes. Écoutez... Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la promotion immobilière. Il y a 20 ans, on travaillait exactement de la même façon qu'aujourd'hui. Ce qui semble un petit peu anachronique, au temps de la digitalisation et de l'IA. Mais bon, si l'IA, on peut la manger un petit peu à toutes les sauces. Il y a l'IA réelle et l'IA supposée. Et aujourd'hui, enfin, on se pose un petit peu des questions de performance, d'organisation, de moyens de fonctionner. Et effectivement, c'est quelqu'un d'économiste qui disait que la marée montante soulève tous les bateaux. Quand on a sorti de 20 ans de croissance, on ne s'est peut-être pas posé nécessairement toutes les questions qu'aurait dû se poser, peut-être pour pas atteindre les 4 points de croissance, mais les 15 points de croissance. Aujourd'hui, on a une lecture un petit peu plus dynamique liée à des événements qui sont un petit peu plus négatifs. Mais on repose les modèles de croissance, les modèles de fonctionnement. Aujourd'hui, tous les promoteurs sécurisent leurs opérations bien en amont. On fait différemment. Et le mot de conclusion, ce sera vraiment pour vous. En écoutant Marie-Hélène et Stéphane, je me dis que ça doit être enrichissant pour Élise Fer, un responsable de pôle financier comme vous, d'entendre ces retours de terrain, parce que c'est très concret, c'est très précis. En fait, c'est très intéressant. Nous, tout ce qui est proximité, on prend, c'est très opérationnel. Et de toute manière, tous les indicateurs qu'on prend, c'est aussi grâce à cette écoute-là. Et en tout cas, je vous en remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Vraiment, c'était extrêmement intéressant. On n'a pas pu prendre plus de questions, mais on le fera la prochaine fois. Je vous souhaite une très belle journée et à très très bientôt pour la suite des émissions des assises des délais de paiement et de financement. Une excellente journée. À bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir.